La lumière du Maroc joue avec les paysages. Elle les contourne, s'y attarde, leur donne vie. Elle affleure derrière chaque crête, derrière chaque nuage. Au Maroc, la couleur rouge se décline en d'infinies nuances, de l'orange fauve au violet lumineux. Dans l'immensité du désert de Merzouga, un nouveau paysage se déploie derrière chaque dune. Ces dunes de sable, modelées par le vent et sculptées par le soleil, créent un tableau différent à chaque pas. C'est dans ce décor de dunes rouges, aux portes du Sahara, que vit Mbarek. Chamelier depuis son enfance, il connaît le désert par cœur. Il a parcouru chacune de ces dunes, de village en village et d'oasis en oasis. Enfant, avec son père et leur caravane de dromadaires, il menait une vie de nomade. À l'époque, il y avait encore la pluie et les pâturages. Il pouvait élever du bétail et en faire commerce sur les marchés du Grand Sud. Aujourd'hui, la vie de Mbarek n'est plus celle d'avant. Il partage ses souvenirs, son vécu et celui de ses ancêtres dont il est si fier, avec les voyageurs de passage. Voilà ce que nous racontaient nos ancêtres. Il n'y avait pas de frontières entre les pays. Ils voyageaient, ils se déplaçaient librement. Ils déplaçaient leur camp et ils cherchaient un endroit plat pour installer leur tente. Il n'y a encore pas si longtemps, la route des caravanes traversait le village de Tamardanit. Le marché, jadis coloré et bruyant, attirait les vendeurs de bétail, de dattes et de tissus. Mais d'année en année, mètre par mètre, le désert a progressé. Poussé par le vent du sud, le sable rouge a avalé les maisons de terre. Le village est aujourd'hui ensablé. Ses habitants sont partis et le marché s'est tu. Quand j'étais petit, je partais avec mon père dans le Sahara. Au retour, il me disait « Raconte-moi ce que tu as vu ». Je lui racontais alors le désert, la beauté des paysages, le mouvement des dunes, la lumière sur le sable. J'aime la nature du désert. J'aime son silence. Je me sens en paix ici dans le Sahara. Mbarek a vu le désert changer et la sécheresse s'installer dans le Grand Sud. Comme d'autres nomades, il vit maintenant dans le village de Merzouga avec sa famille pour que ses enfants puissent aller à l'école. Dans les dunes de sable rouge, il continue à faire vivre l'histoire de son enfance aux airs de légende.
Aujourd'hui, certains nomades décident de s'installer en ville. Mais moi, je suis bien ici. C'est si beau. Dieu m'a apporté de quoi vivre ici. Alors pourquoi j'irai chercher autre chose en ville? Je n'ai pas envie d'être ailleurs. Ici, j'ai de quoi manger. Je suis bien habillé et je me sens protégé. Je n'ai besoin de rien de plus. Et j'en remercie Dieu. À Taliwin, au cœur de l'Atlas, la famille d'Hussein et Aïcha se prépare à partir au champ pour cueillir le safran aux toutes premières lueurs du jour. La récolte de la précieuse épice est éphémère. Elle doit commencer avant que le soleil ne se lève et ne fane les fleurs mauves des crocus, abritant les stigmates rouge-feu. Le safran pour nous, c'est la baraka, une bénédiction. Pour conserver toutes ses vertus, il faut le cueillir à l'aube. Sa récolte est courte. Ici, on l'appelle l'ambre, c'est notre or. Le safran est le secret de Dieu. La récolte du safran est le principal revenu des familles berbères de Taliwin. Au Maroc, elles sont les seules à savoir le cultiver. Sa saveur et sa couleur en font un safran unique, un des meilleurs du monde. Cette année, il y a moins de safran que d'habitude. C'est la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Il ne pleut pas et la rivière est à sec. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de récolte. Dès qu'il pleut, la récolte est bonne. On fait ce qu'on peut. Même si on plante des bulbes. Sans eau, la récolte est moins bonne. Ah, le safran, le pauvre, il est sec cette année. Son prix actuel ne vaut rien. C'est vrai, il vaut pas grand-chose. Le prix a baissé. Vous voulez encore du thé? Dans la région, le safran est connu pour ses nombreuses vertus. Une fois cueilli, trié et séché, le stigmate rouge sert d'épice, de teinture ou de médicament. Pour Hussein et Aïcha, le safran, c'est l'or rouge de la région. Quand j'étais petit, j'ai découvert le safran. À l'époque, c'est mon père et mon oncle qui le cultivaient. Mon oncle m'a tout appris. Il m'a initié à sa culture. Il m'emmenait dans les champs, il m'a appris à labourer, à planter et à arroser le safran. Ce qu'on appelle safran, ça n'existe qu'ici, dans la région. Je suis venue dans ce village et c'est une bonne chose pour moi. Dans mon village, il n'y avait pas de safran. J'en avais juste entendu parler. Maintenant, je suis mariée ici et même si c'est parfois pénible, on est content.
Le safran a plus de valeur que l'or. Ici, on cultive du safran pur. C'est vrai qu'on fait un travail très dur. On commence très tôt le matin, dans le froid. Quand il pleut, on est dans la boue et on ne rapporte pas grand-chose. Quand la pluie nous surprend, on arrête et on doit y retourner plus tard. Mais c'est la vie. Hussein a connu l'époque où le safran s'appelait encore Tizaïfran, le pistil monétaire. Il servait alors de monnaie d'échange. Quelques grammes suffisaient pour acheter au souk des vêtements ou de la nourriture. Hussein ne vend plus que 40 grammes de safran par mois pour environ 200 €. Le prix de sa récolte dépend du cours des marchés et les négociants de Taliwin l'exportent à travers le monde entier. L'Atlas est un tableau sans cesse renouvelé. Du creux des Oued aux sommets les plus escarpés, un nouveau paysage majestueux se déploie à l'infini. La lumière rasante modèle les reliefs. Quand le soleil se fait plus cru, les lignes et les contours s'aiguisent et les couleurs de la terre irradient. Comme dans une peinture aux traits minutieux, les silhouettes minuscules des hommes et des troupeaux se confondent à l'immensité des paysages. À Tidrarin, le rouge de la terre symbolise la virilité ainsi que la puissance. Au village, tous les hommes sont des cavaliers. Shelgoum est le chef de la troupe de Dborida, une démonstration guerrière qui remonte aux conflits tribaux. Elle allie le courage de l'homme, la force de l'animal et le feu des fusils. Tous les jours, Shelgoum entraîne son plus jeune fils à devenir cavalier de Dborida. On a juste nos selles pour monter nos chevaux. Après, on ira s'entraîner pour que notre père nous apprenne la Dborida. Serre les sangles. Avant, je ne savais pas le faire. Mais mon père m'a appris à arranger une selle. Abdellah apprend cet art guerrier, traditionnel au Maroc, depuis qu'il a 8 ans. Il sait parfaitement maîtriser son cheval. Mais avant de pouvoir être un cavalier de la troupe, il doit apprendre à tirer la poudre. Celui qui apprend la Dborida devient chevalier. Il devient un bardi. Et alors, il peut l'enseigner aux autres.
Mon père m'a appris à monter à cheval à l'âge de 14 ans. Il m'a appris à tenir une carabine, à ajuster une selle, à tenir les rênes pour reproduire les gestes de la Dborida. Il m'a appris comme lui-même l'avait appris de son père. Et à mon tour, je fais la même chose avec mes enfants. Cette année, Abdellah s'entraîne dur pour pouvoir participer au Baroud, l'apothéose de la course, le tir coordonné des fusils de tous les cavaliers. Tiens-toi droit. Allez. Il faut qu'il puisse lâcher la bride de son cheval au galop et faire tournoyer son fusil au-dessus de sa tête. Pour l'occasion, Abdellah a mis sa tenue de bardi, comme tous les autres hommes. Il a fait sa prière et a glissé un Coran dans sa besace pour lui porter chance. Aujourd'hui, Abdellah va bientôt faire partie de la troupe de son père et sera alors considéré comme un homme. La Dborida représente l'homme, sa virilité, sa puissance. Le cavalier de Dborida, le bardi, est reconnu et très respecté par les gens. Dans le nord du Maroc, les cavaliers tirent en l'air. Mais à Tidrarine, le coup de fusil final est dirigé vers le sol. Car durant les guerres tribales, dans le Sahara, l'ennemi se cachait dans le sable des dunes. Chelgoum est fier de son fils. Abdellah a fait ses preuves. Il accompagnera bientôt la troupe au prochain Moussem, les fêtes de village, durant lesquelles sont mises à l'honneur l'agilité et la puissance des cavaliers de Dborida. La ville royale de Fès est la capitale culturelle et spirituelle du Maroc. Comme Cordoue ou Istanbul, elle est traversée par l'architecture arabo-andalouse en une palette de couleurs éclatantes. Dans le dédale de la Médina, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, les mosaïques, le marbre, les façades en stuc et le bois précieux côtoient les échoppes des marchands. C'est là que se trouve la richesse de Fès. Ces ruelles entraînantes sont l'âme même de la ville. Un savant mélange de vie populaire, d'artisanat, d'art monumental et précieux. Abdoulaye est tanneur et connaît toutes les colorations et les pigments. Depuis qu'il est enfant, il sait transformer la peau de mouton en cuir souple et coloré.
Au cœur de la vieille ville bat le rythme des tanneries. Les familles de tanneurs s'y succèdent depuis le XIIe siècle. Abdoulaye travaille dans la plus ancienne et la plus active, la tannerie de Chouara. Adam, le premier homme, aurait été modelé en terre rouge. Si un lieu devait refléter cette image originelle, cela pourrait être ici. Pour les centaines de tanneurs de la ville, le rouge est considéré comme étant la couleur la plus noble. Elle se décline du brun clair au rouge franc. D'une cuve à l'autre, les pieds et les mains pétrissent la matière en une chorégraphie dédiée au corps et à la couleur. Abdoulaye et son père travaillent ensemble du petit matin jusqu'au dernier chant du muezzin, à la tombée du jour. La plupart des gens qui travaillent ici sont des familles de tanneurs. Si un nouveau tanneur arrive, on lui donne tout de suite un bassin pour qu'il puisse travailler. Il y a beaucoup d'entraide. On est comme une grande famille. Je travaille avec mon père. Quand on arrive, on trempe d'abord longtemps les peaux de mouton dans un bassin. Après, on y met de l'écorce de bois de mimosa. On la ramène de la ville de Rabat. Cette écorce, on la moud longtemps jusqu'à ce qu'elle donne cette couleur rouge. Et enfin, on y ajoute une teinture à base de coquelicots. Le père d'Abdoulaye répète ces mêmes gestes depuis près de 50 ans. Du choix de la peau brute à la vente du cuir, la préparation dure plus d'1 mois. Une fois teintées et séchées au soleil, les peaux sont étirées. Le cuir devient souple et les peaux sont prêtes à être vendues au souk, à la criée. Petit, mon fils allait à l'école, mais finalement il a arrêté. Il ne faisait rien. Alors je l'ai emmené ici, avec moi, à la tannerie. Je lui ai appris le métier de tanneur. Au début, je lui ai donné un peu d'argent, et puis je lui ai appris à vendre les peaux. Je lui ai transmis tout ce que je sais. Maintenant, il sait tout faire. Dans la rumeur de la ville royale, populaire et canaille, résonnent les pas et les cris des marchands. Quand la nuit tombe, les rues et les venelles encombrées retrouvent le silence. Peu à peu, comme un bijou dans un écrin précieux, toute la ville devient or. En partant vers le sud, c'est un nouveau voyage. Pendant des siècles, la vallée de l'Ounila était le seul chemin reliant le Grand Sud à Marrakech. Elle était aussi la route idéale pour se rendre à la Mecque, en contournant le désert.
À travers ces paysages rouges sont passées les caravanes marchandes venues d'Afrique, chargées d'objets précieux, d'esclaves et d'or. La région de Telouet évoque la splendeur d'une époque glorieuse, liée à la puissance de la tribu Glaoui qui régnait sur la vallée de l'Ounila, sur son agriculture et ses mines de sel au XVIIIe siècle. Ici, la Hamria, la terre rouge, se confond avec les constructions des villages et des édifices monumentaux des Casbahs. Posé dans un paysage aux airs de Méditerranée et de Toscane, le palais de Telouet domine la vallée. Cette Casbah est un rêve, un mirage. Elle porte toujours en elle la splendeur d'une époque révolue. Ses murs vibrent encore de l'âme de la famille Glaoui, dont l'ancêtre puissant et respecté évoque un Gatsby le magnifique du désert. Dans les années 20, s'y sont tenues des réceptions dignes de scènes tirées de romans. Ravel, Churchill, Majorelle et Hemingway se sont succédés dans cet écrin hispano-mauresque, rêvant d'orientalisme et charmés par cette vision d'un Maroc si particulier. Au Maroc, la mariée porte traditionnellement du rouge. Dans le massif du Sirois, c'est la couleur de la passion. En écho à un symbole du désir et de la féminité, les femmes se retrouvent dans les jardins pour cueillir les grenades qui serviront de teinture rouge et de poudre de maquillage aux jeunes filles à marier. Quand une jeune fille atteint ses 16 ans, on lui organise une fête. On la coiffe avec de la peau de grenade moulue. On a toutes fait ça. On parfume la jeune fille avec des huiles. On lui fait 2 belles tresses. On lui met du rouge à lèvres et du kohl sur les yeux. Avec la grenade, avec le kohl, on fait tout pour la rendre belle et la préparer au mariage. Orang kaya jadi susah, orang susah tambah parah, orang tua jadi bingung, anak muda jadi linglung. À Taznacht, les jeunes filles berbères fabriquent leurs trousseaux de futurs mariés autour du métier à tisser. Leur tapis d'un rouge vif, ardent, invite à la fête et à l'amour. Rita dirige la coopérative des femmes du village. Ensemble, elles créent les motifs des tapis qui prendront place au cœur de leur futur foyer. Dans la région, on trouve un tapis rouge dans toutes les maisons. Chez les Berbères, il symbolise les racines, la tradition, le passé, mais aussi l'amitié, l'espoir et l'amour. La plupart des tapis tissés à la Casbah de Taznacht contiennent des dessins. Et chaque dessin symbolise quelque chose de particulier lié à notre culture. Par exemple, la fibule est un bijou qui symbolise le mariage et la future mariée.
Sur ce tapis rouge, il y a plusieurs symboles. Par exemple, là, on voit des drapeaux. Là, c'est la fenêtre d'où le marié guette l'arrivée de sa future épouse. Et ça, c'est une fibule, la broche qu'on porte lors du mariage. Dans la région des Doukala, les hommes du village d'El Qassem sont les seuls de tout le Maroc à avoir le privilège de dresser et de chasser avec leurs faucons. Le rapace incarne le pouvoir, le sacre d'une tradition et la fierté d'une tribu. Mohamed a commencé à apprendre la fauconnerie à l'âge de 4 ans. Depuis, il n'a jamais cessé. Et il est devenu l'un des meilleurs fauconniers du village. La fauconnerie est un art qui exige d'être très attentif et patient. Pour moi, l'élevage des faucons est une passion noble et sacrée. Tous les jours, il faut s'occuper de l'élevage des oiseaux. Il faut les nourrir pour qu'ils soient prêts à chasser. Mais il faut aussi être très vigilant à la santé des faucons. Traditionnellement utilisés pour la chasse, les faucons, ces oiseaux majestueux, représentent et glorifient la tribu El Qassem lors de spectacles à travers tout le Maroc. Dans tout le pays, les fauconniers inspirent le respect. On les appelle les seigneurs. Nous sommes de la même famille et nous partageons la même passion. On se retrouve tous les jours pour entraîner nos oiseaux. La tradition de la fauconnerie traverse les âges. On se doit de la transmettre à nos enfants. J'ai un garçon d'1 an et demi. Et même s'il ne parle pas encore, il communique avec son oiseau. Il lui parle et il joue avec. Mohamed est parti capturer de jeunes faucons dans les montagnes pour ses fils. Il leur apprend à apprivoiser leur oiseau, à le nourrir et à le faire voler. Ils devront s'en occuper pendant de longues années, puisqu'un faucon peut vivre près de 20 ans. Pour les garçons du village, l'art de la fauconnerie est déjà une affaire sérieuse qui est loin d'être un jeu. Les paysages du Grand Sud ont toujours attiré les plus grands cinéastes. Orson Welles, Alfred Hitchcock et Martin Scorsese ont tourné certains de leurs plus grands films au Maroc et à Ouarzazate, aux portes du désert, attirés par les paysages arides et les canyons rouges aux airs de Far West. Not L. Lawrence, just Lawrence. You are mad to become
to Aqaba by land, we should have to cross the Nefud Desert. That's right. The Nefud cannot be crossed. Let me take your rotten, bloody picture for the rotten, bloody newspapers. Au début des années 60, Laurence d'Arabie a ouvert le grand bal des productions internationales tournées dans cette région du Maroc. Avec Peter O'Toole galopant dans le désert, suivi de milliers de figurants sur leurs dromadaires, et Omar Sharif dévalant les marches du village fortifié de Aïd Ben Haddou, devenu depuis l'un des czars les plus célèbres du monde. Aziz rêvait de travailler sur des tournages. Il est devenu technicien de plateau et s'étonne à chaque fois d'avoir participé à des films vus dans le monde entier. Ici et dans toute la région ont été tournés énormément de grands films connus, comme Cobra ou Laurence d'Arabie. Les plus grands producteurs et cinéastes sont amenés à tourner au Maroc, et en particulier dans la médina de Ouarzazate. Il y a tellement de décors naturels impressionnants, de paysages désertiques. Ça attire beaucoup le monde du cinéma dans la région. Pour moi, travailler dans le cinéma est un rêve devenu réalité. Tous les enfants de la région de Ouarzazate rêvent de voir un tournage ou de participer à un film. Les 3 studios de cinéma de Ouarzazate s'étendent sur des centaines d'hectares. Depuis leur création, au début des années 80, leurs décors ont accueilli des centaines de tournages de longs métrages, séries, publicités et documentaires. Pour les productions d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Gladiator ou Babel, la ville a dû se doter d'hôtels, d'écoles et d'infrastructures tournées vers le monde du cinéma. Aujourd'hui, même si les studios connaissent une activité moindre, pour les figurants étudiants et techniciens de la région, Ouarzazate reste toujours Ouarzawood, l'Hollywood du désert. Quand j'ai participé à mon premier film, ça a fait un grand boom. Ça a été un événement. Hollywood est venu jusqu'à nous, à Ouarzazate. Ce film a fait travailler beaucoup de gens ici, beaucoup d'artisans. Et à l'époque, la ville était pauvre. Ouarzazate ne connaissait pas le cinéma. On voyait ça d'un mauvais œil. Quand le tournage du Diamant du Nil s'est terminé, celui de James Bond a tout de suite commencé. Puis celui d'un thé au Sahara. Ce sont tous de grands films. À partir de ce moment, Ouarzazate a émergé. Tout le monde avait du travail. Hollywood était là, et l'argent aussi. Moi, grâce au cinéma, j'ai du travail en tant qu'acteur. Vous comprenez, on trouve que je ressemble à un homme mondialement connu. Roll camera. Rolling. Scene 6, take 7. OK, moteur. Plus près le sable, plus près. Attendez Simone, recommençons. Laissez-le venir un tout petit peu plus près, je ne le vois pas du tout. Hein. Reprenons. Maybe you'd like to hear the facts, the whole truth. If so, you've come to the right party. La lumière du Maroc n'est pas à décrire. Elle épouse les reliefs, suggère les lignes, aiguise les silhouettes. Cette lumière fait cela, inspirer l'imaginaire, l'impalpable, le rêve. Elle incite au voyage
et pousse à la rencontre. Ce soir, la terre est rouge, le ciel est rouge, et l'air aussi. Bientôt, au lever du soleil, un autre tableau, d'une autre couleur, apparaîtra à l'horizon.